N'imaginent pas faire toute leur carrière dans la même société. Ils sont connectés sur les réseaux sociaux pendant leurs heures de travail et ils ont même troqué leur costume cravate au profit du jean et des baskets. C'est la génération Y, ou si vous préférez les anglicismes, appelez-la génération Y comme. Pourquoi? Ces nouveaux salariés sont en passe, selon certains spécialistes, de bouleverser les codes de l'entreprise. D'autres remettent tout simplement en cause ce concept. Alors, effet de mode ou pas, nous allons en débattre aujourd'hui durant 1 heure, ici au Forum de l'Emploi, mais aussi en direct sur l'antenne de Nouvelle-Calédonie Première Radio, et nous allons débattre de cette question. Avec nous, autour de la table, plusieurs représentants du monde de l'entreprise, des responsables des ressources humaines, de la formation, mais aussi des managers qui vont nous apporter leur point de vue sur leurs questions ici en Nouvelle-Calédonie, mais également le public qui pourra poser à tout moment des questions lorsque ce sera nécessaire. Donc on va faire des présentations tout d'abord autour de nos intervenants. Tout d'abord Dominique Caputo, vous êtes consultante et formatrice pour l'Institut du Management et du Coaching. Nous avons aussi en invité Elsa Prigent, présidente de l'ANDRH, DRH également de la GBNC. Nous avons aussi Frédéric Cantance, représentant de la Fédération des entreprises de travail temporaire de Nouvelle-Calédonie et de Manpower. Bonjour à toutes et à tous. Xavier Benoît, secrétaire général de l'entreprise Catrac. Bonjour. Bienvenue. Jean-François Hoult, qui nous vient directement de Koné, qui est chef de département de la formation à KNS. Nous avons également M. Philippe Accard, qui est représentant de la DRH de la SCIE, ou plus généralement du groupe Géant et Casino. Et nous avons également Nelly Chatron, DRH de la BNC. Voilà. Alors on va commencer par une question toute simple. Qui sont donc ces nouveaux salariés et comment les caractériser? Qui sont les membres de la génération Y, Madame Caputo? Bonjour à tous. Alors, je vais vous répondre sous l'aspect sociologique dans un premier temps, puisqu'il y a des études sociologiques qui ont été faites sur ce grand sujet. D'ailleurs, les sociologues parlent plus des 3 générations aujourd'hui qui travaillent dans les entreprises, c'est-à-dire la génération dite des baby-boomers, génération X et génération Y. Et le sujet est intéressant parce que c'est comment doivent travailler ces 3 générations ensemble. Alors, pour les caractériser, génération baby-boomer, au niveau de l'âge, ce sont des gens qui seraient nés entre 45 et 65. Génération X, des personnes nées entre 65 et 80. Et génération Y, des gens nés entre 80 et 95. Avec des caractéristiques différentes à chaque fois. Voilà, il y a des caractéristiques différentes à chaque fois qui sont issues de l'évolution de la société, l'évolution de l'économie. Et qui bien sûr ont des caractéristiques du coup aujourd'hui très différentes les unes des autres. Et la problématique c'est qu'on s'entend peut-être pas ou plus, en tout cas sur les mêmes valeurs. Ce que les sociologues disent notamment sur la génération Y, puisque c'est celle qui est à l'honneur aujourd'hui, c'est que c'est la génération dite digital native, c'est-à-dire qui est née avec les nouvelles technologies, et que ces nouvelles technologies ont structuré un mode de pensée et un mode d'action différent des autres générations. Alors les modes de pensée différents, c'est que le digital native, il a appris de suite à aller chercher l'information dont il a besoin, à la traiter et à la voir de façon quasiment immédiate en un clic de souris. Ça, c'est une composante qui change les choses puisque moi, bonne baby boomer, ex-manager, à mon époque, quand on était manager, le fait d'avoir l'information, de la maîtriser, c'était aussi comme ça qu'on forgeait sa compétence, c'est comme ça aussi qu'on forgeait, on va dire, son pouvoir managérial. Aujourd'hui, les jeunes, ils l'ont en 3 clics de souris, l'information. Donc ça veut dire que simplement l'information n'est plus quelque chose qui différencie cette génération d'un manager. On a du mal de comprendre ça des fois. Ce qui veut dire, on va peut-être donner la parole à Elsa Prigent. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un profil particulier? On dit que cette génération, j'ai de 18 à 30 ans, est peut-être un peu plus individualiste. Est-ce que c'est le cas, en tout cas au niveau des DRH? Est-ce que vous constatez, est-ce que vous pouvez en faire un profil? Je dirais déjà que les généralités sont difficiles quand on parle de l'individu. Ceci dit, effectivement, les jeunes qui rentrent dans l'entreprise, en tout cas chez nous, sont plus facilement adaptables, je dirais. C'est-à-dire qu'ils vont aller de l'avant
plus facilement que lorsque l'on recrute quelqu'un de 40-45 ans qui a déjà forgé son expérience ailleurs. Ceci dit, moi ce que je retiens, parce que c'est vrai qu'en Nouvelle-Calédonie quand même, il y a encore des jeunes qui arrivent et qui ne connaissent pas forcément l'outil informatique. Donc je pense quand même qu'il faut différencier la génération Y européenne, on va dire, de la génération Y océanienne, parce que c'est vrai que l'outil ici est arrivé quand même relativement plus tard. Donc on a encore des jeunes qui ont des difficultés à appréhender cet outil-là. Ensuite, qu'est-ce que l'on fait dans l'entreprise en termes de ressources humaines? On démarre juste au niveau de l'association à organiser d'ailleurs une formation sur le sujet, parce que c'est vrai que c'est un sujet que l'on ne maîtrise pas du tout aujourd'hui ici, en tout cas. Peut-être certaines entreprises, mais disons qu'on va s'intéresser beaucoup plus au sujet. Et ce que l'on, en tout cas moi ce que je commence à réfléchir, c'est vraiment individualiser les attentes de chacun, savoir ce que la personne attend de l'entreprise, attend du travail, parce que c'est vrai que la relation de travail a quand même bien changé. On ne peut pas non plus trop demander, et bon, Dominique, d'autres vont en parler, mais c'est vrai qu'il faut expliquer et investir les personnes dans les valeurs de l'entreprise, qu'elles les intègrent, qu'elles les assimilent. On va continuer. Philippe Accard, Frédéric Hortense, est-ce que vous avez assisté à l'émergence de cette nouvelle génération en Nouvelle-Calédonie en nous précisant encore un peu ses caractéristiques? Alors, oui, de manière évidente. Je voudrais, pour compléter ce qui a été dit, indiquer quand même que dans une entreprise, on ne rencontre pas que des personnes qui relèvent d'une génération Y, y compris dans une classe d'âge donnée. Je pense pour ma part que la présence de la génération Y est largement liée au type de poste que l'on propose. Dans notre univers qui est celui de la grande distribution, on propose des postes d'agent de maîtrise que l'on va proposer à des personnes qui ont un parcours de formation Bac plus 2, Bac plus 3, Bac plus 4. On va alors rencontrer des personnes qui sont très marquées génération Y. On a aussi dans notre univers professionnel des postes plus modestes, et pour lesquels les personnes qui occupent ces postes, même s'ils sont nés après 1980, ne présentent pas les caractéristiques, de mon point de vue, de la génération Y. Donc il faut vraiment pas généraliser. Et mais pour répondre complètement à la question, je pense que les entreprises sont confrontées aujourd'hui à un défi, parce que c'est une génération qui a un rapport au travail et même peut-être à l'autorité qui est différent de la génération différente. Frédéric Hortense, c'est un point de vue que vous partagez? Alors, je partage le point de vue de Philippe, et moi je voudrais dire en tant que recruteur, en tant que société, donc présente sur le territoire depuis 11 ans, moi j'adore cette génération Y. Je l'adore parce qu'elle bouscule les codes, elle bouscule les habitudes, elle nous amène à réfléchir sur nos organisations, comment faire fonctionner pour atteindre un but. Aujourd'hui, ces générations Y ne travaillent pas pour une entreprise, elles travaillent avec une entreprise. Donc charge à nous de les amener à se dépasser. Et ces débats d'école, ces sociétés féodales dans lesquelles on travaille en silo avec des exécutants, je le dis, tu fais, aujourd'hui, le système est à bout de souffle. On l'a pu le constater en métropole, bon nombre de nos PME, PMI en sont à un niveau qu'ils n'auraient jamais dû atteindre si les middle management, si les premiers encadrants avaient fait l'effort de rentrer en communication avec ces générations hyper connectées. Et aujourd'hui, comme l'a dit Philippe, c'est une urgence. Il faut absolument revoir nos modes de fonctionnement, nos modes de management pour pouvoir intégrer ces générations Y et exploiter leurs compétences et leurs qualités, mais aussi préparer la nouvelle génération Z qui va arriver et qui va encore plus vite. Je vais me faire un peu l'avocat du diable. Il y a la communauté scientifique qui remet un peu en cause cette génération Y et qui évoque éventuellement une idéologie managériale, c'est-à-dire en fait une nouvelle façon de penser l'entreprise qui serait au profit des entreprises et non pas au niveau des salariés. On va demander à M. Benoît. Oui, moi je pense qu'il faut être pragmatique, comme toujours en matière de gestion des ressources humaines. Poser la question de savoir qu'est-ce que c'est que la génération Y. Pour moi, il y a une chose qui est certaine, c'est effectivement une classe d'âge. Donc déjà, c'est un point qu'il faut retenir. Après, effectivement, on peut se poser la question de savoir est-ce qu'il y a un fondement basé sur des études scientifiques concernant cette génération Y. Ça
Je pense qu'on sur le président. Je pense qu'on est tous concernés aujourd'hui dans l'entreprise par cette génération Y. Si on la considère comme une classe d'âge, parce que c'est la classe d'âge qui arrive, ou qui est arrivée depuis un certain temps dans nos entreprises. Et pour une entreprise comme Caltrac, elle est arrivée en masse, puisque nos effectifs ont significativement augmenté sur les 2 dernières années. Donc, effectivement, on est confronté au comment intégrer cette nouvelle génération, ces nouveaux arrivants dans nos entreprises, dans le fonctionnement des entreprises. Et ce que disait Frédéric Quentin, c'était intéressant, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, pour les intégrer, ce sont nos organisations qui doivent évoluer et non pas attendre que ce soit nous qui modifions les générations qu'on est en train d'intégrer. Et Chatron, vous êtes DRH de la BNC avec des salariés un peu particuliers qui ont souvent qui sont très diplômés. Est-ce que c'est un profil que vous avez également, auquel vous êtes confronté aujourd'hui au sein de votre entreprise? Alors effectivement, à la BNC, on a pas mal rajeuni notre effectif depuis quelques années. Donc aujourd'hui, on est à peu près sur un tiers de jeunes issus de la génération Y. Donc on a eu au fil du temps des remontées sur les comportements où les managers nous disaient tiens, ils sont un peu différents, ils ne font pas ce qu'on leur demande de faire. Du coup, on s'est un petit peu intéressé au sujet grâce à des groupes en métropole qui a organisé un séminaire sur le sujet, et puis on a commencé à en débattre en interne. Et en fait, assez vite, ce dont on s'est rendu compte, c'est que finalement, les exigences qu'avait cette nouvelle génération, elles faisaient du sens. La seule différence peut-être qu'elles avaient avec les générations précédentes, c'est qu'elles les affirmaient au effort. C'est-à-dire quand un jeune aujourd'hui, dans un entretien de recrutement, nous dit moi j'aimerais bien équilibrer ma vie professionnelle et ma vie personnelle, quel salarié de toute génération confondue n'a jamais eu ce souhait quand même à un moment de sa vie? Donc finalement, et là je vais rejoindre Frédéric qui disait tout à l'heure qu'il adorait cette nouvelle génération, cette génération, elle fait du bien à tout le monde parce qu'effectivement, elle dit tout haut ce que tout le monde pensait tout bas, et elle nous amène à apporter des modifications dans notre manière d'appréhender le monde du travail et les relations humaines, qui finalement répondent à des attentes de tout le monde. Donc, tout ce qu'on met en place aujourd'hui en réaction à ce que nous dit un peu plus fort que les autres cette génération, finalement répond à l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise. Frédéric Quentin. Alors qu'on soit clair, hein, c'est le monde de l'entreprise. Le monde de l'entreprise, vous les jeunes, c'est des droits et des devoirs. Donc une entreprise, c'est fait pour générer du profit, de la croissance, de la valeur ajoutée. Effectivement, nous devons refondre nos organisations. Effectivement, vous êtes source de propositions, capacité d'adaptation, mais ne pas oublier tout de même que l'entreprise reste avec ses valeurs, et avec ses droits et ses devoirs. Justement, Madame Caputo, tout à l'heure, vous avez évoqué ces différentes générations. Est-ce que ça crée des tensions au niveau de l'entreprise, puisqu'apparemment, avec ces nouveaux comportements, les générations X, voire précédentes, ne comprennent pas ces nouveaux comportements de la génération Y? Oui, tout à fait. C'est bien là l'enjeu. L'idée, c'est de se parler, de comprendre que les valeurs des uns et des autres sont différentes, mais tout à fait légitimes pour les uns et les autres. Et c'est sûr que l'habileté des jeunes générations à questionner nos organisations, à questionner nos compétences, à questionner nos pratiques, ça peut être traduit par les anciennes générations comme de l'irrespect, c'est-à-dire de la remise en cause irrespectueuse d'une expérience ou d'une posture managériale qu'on a travaillée pendant des années et des années. Or, si on discute avec les Y, si on a ce réflexe vraiment de dire, voilà ce que tu me dis là, moi je le prends pour de l'irrespect dans mes valeurs, dans notre registre. Quand on leur pose ces questions-là, ils vous regardent en général avec des gros yeux en disant mais pas du tout, je ne suis pas du tout irrespectueux, je m'intéresse, j'échange, je voudrais savoir, j'ai besoin de réponses, etc. Donc je pense que c'est vraiment dans le respect des deux côtés et dans la compréhension, pour moi, des deux côtés, du fait que les valeurs ont évolué ne sont pas les mêmes. Et c'est vrai que les études sociologiques qui ont été faites, moi, m'intéressent à titre personnel parce que ça donne simplement des pistes de réflexion et de connaissance. Ceci étant, je suis bien consciente qu'il ne faut surtout pas enfermer les gens dans ces études sociologiques, parce que moi j'ai pu rencontrer des gens dits Y, sociologiquement parlant, qui partagent fortement les valeurs des baby-boomers et qui travaillent comme des baby-boomers, et puis les baby-boomers ou génération X qui ont toutes les caractéristiques des Y. Donc moi je suis aussi tout à fait d'accord à dire les études sociologiques, pour moi c'est de l'information, c'est de la connaissance, et moi en tant que manager je m'en sers pour mieux comprendre ce qui se passe et les zones de conflictualité potentielle entre les générations. Et après bien sûr c'est par l'observation que je sais dire cette personne-là, même si elle a 45 ans, elle est plutôt dans les Y, et je suis tout à fait d'accord pour dire que nos organisations et le management en général fera du bien pour tout le monde à partir
partir du moment où on met des choses en place qui sont des choses un peu plus humanistes, qui ont un peu plus de sens et qui respectent l'ensemble de ces valeurs. Avant de donner la parole à Elsa Prigent, une petite information. Il faut quand même savoir que d'ici 2015, au niveau des projections, la génération Y devrait représenter à peu près 15% de la population européenne et à peu près 40% des actifs en France. Elsa Prigent, est-ce que vous partagez l'analyse de Madame Caputo? Je la partage, oui, mais je voulais compléter par l'expérience que j'ai au niveau de la GBNC. Ça fait, je dirais que je reviens seulement sur le problème de conflit de génération qu'on peut avoir dans les entreprises. C'est vrai que nous, on n'en a pas vraiment eu. Pourquoi? Parce que ça fait 15 ans qu'on a mis en place un mode de management qui, justement, permet un mode de management participatif. Et donc avec une culture d'entreprise et des valeurs. Et c'est vrai que donc, ce que l'on fait aujourd'hui, c'est, comme je disais tout à l'heure, que les jeunes intègrent ces valeurs et cette culture d'entreprise, et ils recherchent, en tout cas, une certaine atmosphère, c'est-à-dire ils recherchent des relations humaines transparentes, claires, un dialogue, mais à tout, effectivement, à tous les niveaux de l'entreprise, du plus haut jusqu'au plus bas, si on peut appeler ça comme ça. Donc le mode de management qui est en place dans l'entreprise est très très important dans la fidélisation, on va dire, des jeunes. Parce que c'est vrai que s'ils ne se plaisent pas, s'ils ne ressentent pas de bien-être et de relations claires et ouvertes avec leurs collègues, ils partiront. Frédéric Cantance, le Manouin. Alors, moi, pour aller plus loin et rebondir sur ce que dit Elsa, que je partage, c'est cette notion de plaisir. Le plaisir de travailler, que nous avons perdu, que ces générations ont vu à travers la crise, le chômage, les différents plans sociaux, retrouver, leur redonner une sorte de plaisir à travailler ensemble pour atteindre un objectif commun, un sport d'équipe. Et c'est aujourd'hui, c'est sur ça qu'il faut qu'on travaille. C'est ça, sur ce point qu'il faut absolument travailler. Est-ce qu'on peut parler de péril jeune aujourd'hui? Pardon? Est-ce qu'on peut parler de péril jeune? J'ai répondu que j'adorais cette nouvelle génération. Pour moi, il n'y a pas de péril jeune, non. Il y a beaucoup d'espoir avec les jeunes. Monsieur Benoît, justement? Je pense qu'aujourd'hui, celui qui aurait un sentiment de péril jeune, il aurait péril dans la demeure de son entreprise. Il faudrait qu'il s'inquiète profondément, parce que s'il n'intègre pas de nouveaux arrivants dans son entreprise, c'est que l'entreprise mourra. Au-delà du plaisir, il y a aussi un point qui est important avec cette nouvelle génération, c'est la quête de sens. C'est-à-dire, contrairement aux générations d'avant qui acceptaient le mode de management du petit chef, tu fais, c'est moi qui décide et toi tu fais, tu n'as pas à te poser de questions. C'est vraiment une génération qui ne fonctionne pas du tout comme ça et qui se bloque. Et donc là aussi, elle nous oblige, et ça répond encore une fois aux attentes de l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise, elle nous oblige à donner du sens, à communiquer, à dire où veut aller l'entreprise, comment, pourquoi. Et tout ça prend forme et on emmène tout le monde en travaillant mieux sur ses messages, en travaillant mieux sur sa communication interne. D'ailleurs, pour compléter votre propos, on parle de génération Y comme génération Y, qui se pose des questions à leurs managers pour savoir pourquoi ils le font. Il y a une autre explication d'ailleurs sur le Y, ce serait lié au iPod, avec le casque, etc., qui formerait un Y. Vous souhaitiez réagir Oui, il faut dire que, certainement pas dire que ça représente une menace, il faut d'abord voir que l'arrivée de la génération Y oblige les entreprises à être beaucoup plus précises dans leur discours avec leurs collaborateurs. On est quand même confronté au phénomène de génération Y au moment du recrutement, en premier lieu. Parce qu'un jeune génération Y va demander que sa mission soit définie avec précision, il va demander de la délégation, il va demander du sens, comme ça a été dit. Et si l'entreprise ne sait pas répondre à cela, mais en fait, le jeune génération Y va être capable à un moment donné de reprendre sa liberté. Donc je pense qu'on est vraiment, avec la génération Y, dans une logique contractuelle. Je t'amène des compétences, qu'est-ce que tu me proposes en contrepartie? Je pense que ça, c'est un échange qui est positif pour les deux. Alors je rappelle qu'on est en direct sur Radio Nouvelle-Calédonie Première. Une petite remarque au public, n'hésitez pas à demander le micro si vous souhaitez poser des questions lors du débat. Monsieur, justement. Venez près de moi, parce qu'on a des petits soucis de micro-main. Toujours rêvé de prendre la place du journaliste.
Donc Olivier, je suis secrétaire général de la Chambre de métier, donc je suis d'abord très heureux de vous accueillir dans le meeting aujourd'hui. Une question, alors, du côté de l'aspect recrutement, on est lancé il y a quelques mois de ça, recrutement pour une charge d'émission, donc d'assez haut niveau. Moi j'étais surpris de deux éléments dans les parcours des jeunes que j'ai pu rencontrer, qui étaient pour l'essentiel de jeunes Calédoniens qui étaient partis faire des études en métropole et qui souhaitaient revenir travailler en Nouvelle-Calédonie. D'abord un peu un empilement de diplômes avec des parcours pas toujours cohérents. Donc je me suis demandé s'il s'agissait d'accumuler le plus de qualifications possible ou de reporter au plus tard possible l'entrée dans le monde du travail. Ça, c'est un peu ma question. Et ma deuxième question, c'est par rapport à des césures dans les parcours, des breaks. Alors, soit des jeunes qui ont déjà commencé à travailler, qui se sont arrêtés pour faire le tour du monde en vélo, à pied, à cheval ou en bateau, ou d'autres qui sont allés travailler dans des organisations humanitaires. Je pense qu'on est aussi dans la quête de sens, vraisemblablement. Et la difficulté pour les recruteurs, comment est-ce qu'il faut interpréter ces césures? Parce que jusqu'à présent, on était plutôt habitué à les creuser dans les zones d'ombre des CV. Donc moi, je ne suis pas dans la génération Y, je suis dans la génération X. Et effectivement, je ne sais pas trop comment interpréter ces deux difficultés. Une arrivée tardive à un âge plus tard dans le monde du travail, avec des difficultés que ça peut poser quand on recrute des jeunes femmes de 27-28 ans qui n'ont pas encore d'enfants. C'est une réalité, c'est une réalité. On a parlé la semaine dernière. Bon, bah non, franchement, c'est pas un propos discriminant, c'est une réalité. Et donc, le travail, et la deuxième question, effectivement, par rapport à la façon dont on doit lire les CV, et notamment ces césures et ces breaks, pour évidemment les positiver. Qu'est-ce que ça fait? Jean-François Houle, responsable de la formation à oui, mais ce n'est pas en tant que responsable de la formation à PNS que je vais vous parler. On parlera de formation un peu plus tard. J'ai été avant un chef d'entreprise qui embauchait beaucoup de jeunes ingénieurs, certains à l'université en Amérique du Nord. Et je vous jure que c'était des vrais Y. Ces gens-là, l'informatique n'avait aucun secret pour eux. Si vous voulez savoir comment votre téléphone fonctionne, vous pouvez leur donner, vous le même tout reconfiguré 10 minutes plus tard. Des gens qui sont extrêmement autonomes. Et moi, ce que j'ai retenu, et c'était un charme d'embaucher ces gens-là, parce qu'ils ont une autonomie extraordinaire. Au niveau des valeurs d'entreprise, il ne faut pas leur donner je pense pas qu'il faut essayer de leur vendre des valeurs d'entreprise et qu'on va faire du profit. Il faut leur dire, voilà, on est 12 personnes, on a un projet, on va monter ceci, on a tant de jours, tant de mois, et ainsi de suite. Et c'est tous ensemble qu'on va faire. Puis c'est entre vous, vous allez vous distribuer les tâches en grande partie. Et ça fonctionne très bien avec eux. Ils veulent de l'autonomie et ils communiquent très bien entre les pairs, pas très bien avec la hiérarchie. Et c'est bien, et c'est correct. Il faut que la hiérarchie s'y adapte. Il faut que la hiérarchie dise, OK, c'est bon, je suis un peu en recul, mais je les laisse aller. Le temps qu'ils ne font pas une dérive totale. Et actuellement, ils fonctionnent extrêmement bien. Pour moi, la génération Y, ici, elle n'est pas tellement vue, on reviendra plus tard avec ce qui se passe à Coney, mais là, c'était les vrais qui sortent de l'université dans l'ingénierie, je vous jure, c'est des purs. Et c'est pas du tout une contrainte, au contraire, pour nous, c'était bien fait. C'est justement pas la personne qui va nous dire « Et là, qu'est-ce que je fais ?» C'est pas du tout. C'est qu'est-ce que nous faisons. Et après ça, je trouve comment faire. Notre réaction. Caputo. Oui, pour répondre peut-être sur la problématique du CV, de toute façon, je vais essayer d'être pragmatique. C'est vrai que nous, on a été habitués, quand on recrutait donc Baby Boomer et X, à faire attention à ce qu'on appelle le projet professionnel et la carrière. Donc à essayer de trouver du sens dans la carrière professionnelle. Et s'il y avait des ruptures, de creuser pour expliquer la rupture et puis peut-être mettre la personne devant ses contradictions. Et aujourd'hui, de mon point de vue, avec l'expérience de recrutement que j'ai, ça ne fonctionne plus comme ça. Parce que dans les valeurs de cette nouvelle génération, la carrière professionnelle, ce n'est pas forcément une des valeurs qui est investiguée beaucoup. C'est plutôt la recherche d'identité personnelle. Et la construction d'une identité personnelle, eh bien, c'est on va expérimenter ça pendant un an, puis ça ne nous plaît pas forcément bien, ou ça ne rentre pas dans des valeurs éthiques ou déontologiques, ou je ne sais pas. Alors du coup, on va aller expérimenter autre chose qui, effectivement, n'a pas sens pour nous, si on le décrypte
sans outils, qui n'a pas sens avec ce qui avait été fait avant, etc., jusqu'à ce que la personne trouve vraiment ce qui l'intéresse et ce qui va la faire vibrer, on va dire. Parce qu'on n'est plus en je gère ma carrière de façon logique et même si je me suis trompée, c'est pas grave, je vais jusqu'au bout, c'est comme ça. On est en recherche d'identité, on est en recherche de sens, hein, on a dit. Et du coup, ça peut donner des parcours atypiques. Et nous, je pense qu'il faut qu'on apprenne à lire ces parcours atypiques avec un autre regard. Et voilà. Et l'idée de ces parcours atypiques, c'est qu'est-ce que j'ai appris, c'est quoi les compétences que j'ai développées. Est-ce que c'est une génération qui est extrêmement orientée compétences et qui reconnaît le statut de la compétence et qui reconnaît moins le statut de l'autorité pour l'autorité. Avant de redonner la parole à Frédéric Cantons et Chatron, une question. Comment les entreprises calédoniennes peuvent faire face à ces nouveaux enjeux, à ces nouveaux modes de fonctionnement, alors aussi bien en termes de formation, mais aussi bien en termes de, justement, de fonctionnement, de hiérarchie au sein de l'entreprise? Donc le premier point, c'est effectivement réfléchir sur son organisation en interne, c'est-à-dire être capable de proposer des vrais plans de carrière, des vraies fiches de poste précises et détaillées, des vrais objectifs, de les expliquer, de les partager. Comme on disait, c'est une génération d'impatients. Donc pour rebondir sur la question qui a été posée sur les césures et les breaks dans les CV, non, la génération X finançait son projet, attendait 4-5 ans pour prendre son année sabbatique et faire le tour du monde. Aujourd'hui, cette génération interconnectée prend des risques et décide quand elle veut de partir pour se faire une quête d'identité, pour se forger une expérience, pour découvrir d'autres civilisations. Donc effectivement, la lecture des CV d'aujourd'hui est totalement différente de la génération X qu'elle était. Et Chatron, comment vous faites au sein de la BNC justement pour vous adapter? Alors sur la partie managériale, on n'a pas du tout attaqué la question sous l'angle comment je manage chaque génération. On est plutôt parti sur comment je manage chaque type de personnalité. Parce que comme le disait, c'est Elsa tout à l'heure qui disait, on est face à des individus et pas à une masse homogène. En management, il ne faut surtout pas tomber dans ce travers de dire les Y, je vais tous les manager de la même manière. On est face à des individus et là on a plus depuis 2-3 ans axé nos formations managériales sur les typologies de personnalité et comment en tant que manager j'interagis efficacement avec des personnalités différentes, toute génération. Jean-François, est-ce que ça passe aussi par la formation qui est votre secteur privilégié? Oui, en fait, l'organisation de la formation est très, très différente avec cette génération-là. Comme je vous disais, je crois qu'en Nouvelle-Calédonie, on est plus un mixte, c'est pas des vrais Y au sens que j'ai connu au Canada, mais il y a quand même des caractéristiques qui sont l'autonomie et beaucoup le transfert de connaissances entre ses pairs. Et ça, il faut savoir l'exploiter en formation. Il faut oublier le mode du professeur à l'avant qui enseigne pendant 2 heures, ça ne sert à rien, ça ne fonctionne pas. On perd au moins 1 heure, 3 quarts sur les 2 heures. Il ne faut pas ça, il faut leur donner des projets, il faut que les faire travailler en forum, il faut beaucoup leur donner d'autonomie, même dans le développement des modules de formation. C'est eux qui développent les contenus de formation. On les encadre, bien sûr, ils partent de zéro, mais et là, ils se sentent très impliqués, ils ne sentent pas qu'on leur a donné l'ordre de. Ils sentent qu'ils atteignent un objectif qu'on a, ils respectent quand même les objectifs qu'on a, mais on utilise leur méthode, si on veut, de communication et de partage d'informations, et ça fonctionne très bien. J'ai l'impression quand même que cette question de la génération Y concerne les plus diplômés. Alors d'ailleurs, il y a un papier aujourd'hui dans les Nouvelles-Calédoniennes qui concerne plus la Calédonie, qui souligne qu'il y a un manque aujourd'hui de qualification sur le marché de l'emploi. Donc on sait très bien qu'il y a une bonne partie des entreprises calédoniennes, c'est peut-être le cas de KNS ou de la BNC, etc., qui ne trouveront pas de personnes diplômées ou qualifiées en Calédonie sur certains secteurs, qui vont aller chercher à l'extérieur. A priori, c'est une minorité. Mais finalement, ces personnes-là qui ont des profils de génération Y ne sont en général que de passage en Nouvelle-Calédonie. Donc finalement, est-ce que le problème se pose réellement? Vous appelez Jean. Oui, comme je disais tout à l'heure, effectivement, il y a beaucoup de jeunes clients qui quand même aujourd'hui arrivent encore dans l'entreprise sans avoir justement ces caractéristiques ou cette facilité, la recherche de l'information par internet, etc. Ils ont, enfin, et encore une fois, je ne veux pas généraliser, mais il y a encore une grande partie qui n'ont pas cette facilité, on va dire. Donc au niveau de l'entreprise, par contre, c'est vrai qu'on a besoin de compétences, qu'il y a un manque de compétences flagrantes dans certains métiers, voire presque dans tous aujourd'hui.
du fait aussi des projets. Donc je regarde mon collègue de KNS, mais c'est vrai qu'il y a une absorption sur le marché de l'emploi qui est difficile à accepter par les petites et moyennes entreprises. Et donc, pour ma part dans les recrutements, pour répondre à la question des recrutements, je ne vais pas forcément chercher la qualification, mais chercher une certaine personnalité. C'est-à-dire que je vais chercher dans le profil du candidat qui se présente à moi sa capacité d'apprentissage, ce qu'on appelle le leadership, c'est-à-dire une facilité d'expression, de communication qui va lui permettre de s'intégrer dans l'entreprise et justement de grandir et de croître dans les valeurs avec l'entreprise et poursuivre les objectifs qui seront fixés. Donc c'est de cette manière-là que j'ai tendance à procéder aujourd'hui. Alors, avant de donner la parole à M. Xavier Benoît de Claptrac et M. Accard concernant le casino géant, simplement une petite information. L'ISEE a rendu un rapport justement sur le monde du travail en Nouvelle-Calédonie suite au recensement de 2009. Je vous en lis un petit passage. En 20 ans, la proportion des travailleurs ayant le niveau bac a plus que doublé, 42% en 2009, et celle des diplômés de l'enseignement supérieur a triplé, 23% en 2009. Cependant, le niveau de qualification et de compétences disponibles localement demeure encore parfois insuffisant ou inadapté aux besoins du marché de l'emploi. Est-ce que c'est votre cas, M. Benoît? Et toujours en relation avec la génération Y. Juste avant de répondre à cette première question, je voudrais revenir sur ce que vous disiez. Indéniablement, la notion de génération Y, telle qu'on l'imagine aujourd'hui, c'est une notion très occidentale. Quoi qu'il en soit, en Calédonie, une tranche d'âge 1980-1995, on l'a aussi. Et indéniablement, elle a des modes de réaction et d'action qui sont différents de ceux qu'on a connus dans les générations passées en Calédonie. Donc il faut aussi qu'on s'adapte dans tous les cas, même si les caractéristiques ne sont pas forcément les mêmes qu'en Europe, pas les mêmes qu'aux États-Unis. Donc les caractéristiques de la génération Y sont différentes en fonction des zones géographiques où on se trouve. Et quoi qu'il en soit, la génération Y, on l'a aussi en Calédonie, elle a seulement des caractéristiques différentes de celles qu'on peut retrouver à l'extérieur de la Calédonie. C'est le cas de votre entreprise, monsieur Accard. On sait que vos salariés sont plutôt issus d'une même famille en général, très souvent. Alors oui, enfin, ceci étant, ils sont issus d'une même famille, ils ne travaillent pas ensemble. Ils prennent grand soin à ce qu'ils soient répartis en différentes équipes. Alors, je voudrais revenir sur la question du recrutement pour dire que je partage l'avis de mes collègues. En fait, nous ne généralisons pas la relation avec les personnes que nous recrutons. Nous avons vraiment une relation individuelle. Alors ce qu'on essaye de faire, une des solutions qui marchent de notre point de vue, c'est de se projeter dans le temps. C'est-à-dire qu'on essaye de dessiner quand même un parcours aux personnes issues de la génération Y. L'autre point qui me paraît important, c'est que les entreprises doivent évoluer pour se rendre attractives. Parce qu'il faut se poser la question de savoir ce qui attire les jeunes de la génération Y dans une entreprise. Ça peut être l'image de l'entreprise, ça peut être le sentiment qu'il va recevoir des responsabilités qui pourraient être associées aux décisions. Et nous essayons à notre niveau de cultiver cela. Y a-t-il une question dans le public éventuellement? N'hésitez pas. Ils sont là pour ça, pour vous répondre et éventuellement soulever quelques interrogations. Non, c'est bon? Monsieur Contence. Moi, je voudrais rajouter une chose en termes de management, la relation management ou manager. Aujourd'hui, cette génération Y est en quête de légitimité. C'est-à-dire que ce ne sont plus des exécutants, comme les livres, je dis tout fait. Aujourd'hui, si la légitimité du manager n'est pas reconnue par cette génération Y, alors le projet d'entreprise ne sera pas adhérent. Alors on ne pourra pas conduire une équipe vers des objectifs et les amener à se dépasser. Donc ça, c'est fondamental. C'est-à-dire que le fait de rentrer dans une entreprise où je travaille pour une entreprise et au bout de 10 ans, j'atteins une certaine légitimité à l'expérience, on va dire à l'ancienne, dans l'entreprise, non pas pour mes compétences, parce que par mon ancienneté, cette génération Y n'en a que faire. Elle va juger tout de suite la qualité de son manager direct par des échanges, par du business en commun, par des réactions, et c'est vraiment c'est fondamental dans le souci du management. Dominique Caputo, vous ne semblez pas d'accord, d'ailleurs, j'appelle ça non plus. Dominique Caputo. Non, c'est pas que je ne suis pas d'accord. C'est que sur la question de la légitimité, il faut bien la préciser. Est-ce que cette valeur-là on n'est pas les mêmes mots en fonction de la génération derrière cette valeur-là.
C'est-à-dire être légitime pour un baby boomer, en règle générale, c'est avoir le statut de manager, avoir eu l'expérience professionnelle. Et voilà, c'est une position hiérarchique, la légitimité, pour certains baby boomers. La légitimité pour une génération Y, elle est plutôt sur la compétence. C'est-à-dire qu'en fait, le manager qui est compétent, il sera forcément légitime. Et pour moi, c'est important de préciser ça. C'est la légitimité, ok, mais sur quoi? Parce que la légitimité des baby boomers, elle existait, c'était le statut. Les X, c'est pas grave, c'est l'autorité de statut, et on a travaillé là-dessus. On est dans quelque chose de hiérarchique. Hein. D'ailleurs, sur les territoires français, c'est assez anecdotique parce qu'on est allé très très loin sur cette problématique du statut. C'est rare de trouver dans d'autres pays des statuts cadres, agents de maîtrise, employés, et dans la fonction publique, catégorie A, catégorie B, catégorie C, ex-catégorie D. Enfin, on est les champions du monde pour les statuts. Vous voyez, et on a construit dans nos têtes très certainement une légitimité qui est sur cette problématique de statut. Les Y sont plus là-dessus, ils sont toujours sur la légitimité, mais elle n'est pas du tout placée sur le même plan. Elle est placée sur la compétence. C'est-à-dire qu'on soit cadre, agent de maîtrise, employé, et si on parle de la fonction publique, cadre A, B, C, ce qui compte, c'est pas ça. C'est pas cette légitimité de statut. C'est vraiment est-ce qu'on est en capacité de répondre aux questions, capacité de donner du sens, capacité à faire des résolutions de problèmes, capacité à apporter une bonne ambiance dans l'entreprise, capacité à être présent, capacité à prendre en compte les problèmes. Et là, on fait ça, on est légitime. Est-ce que vous avez des exemples concrets, éventuellement de situations qui pourraient illustrer un peu les propos de Mme Caputo? Des exemples concrets, non, ça ne me vient pas tout de suite. Par contre, ce que je voulais dire, c'est qu'autour de cette table, en fait, on est des baby boomers au X. Et j'aimerais bien entendre, donc ça fait plusieurs fois que vous demandez dans la salle d'intervenir, j'aimerais bien quand même entendre, ce matin, parce que le temps passe vite, et bientôt on va devoir finir, mais quelqu'un de la génération Y qui nous dise si on se trompe complètement ou si on est dans la vérité quelque part, parce qu'on ne fait pas partie de cette génération, c'est clair, et les études sociologiques ont leurs limites, on le sait. Donc moi j'en connais deux dans la salle, les autres je ne les connais pas. Donc puisqu'ils n'interviennent pas, Mathilde ou Gaëlle, est-ce qu'une de vous deux peut s'exprimer sur la génération Y? Merci. Alors, ce sera Mathilde Mestre apparemment, tout en soulignant par ailleurs, je constate que vous êtes à peu près tous d'accord que la génération Y est plutôt une philosophie ou une évaluation liée plutôt à la civilisation occidentale, en tout cas la civilisation européenne. On va revenir après sur ce point-là, mais Madame Caputo, plutôt industrielle. On y reviendra, on va faire témoigner Mathilde Mestre. Bonjour à tous. Donc, moi, faisant partie de la génération Y. Je suis chargée d'études des ressources humaines à la SCIE, distribution, et je fais partie intégrante de la génération Y. Je suis plutôt d'accord avec tout ce qui a été dit. Surtout d'accord avec le fait qu'il ne faut pas stigmatiser cette génération. Pour moi, il y a vraiment trois niveaux. Premier niveau, génération Y, les étudiants calédoniens qui ont fait des études supérieures, qui sont sortis du territoire, qui ont vu le monde, qui, comme on en a parlé tout à l'heure, ont fait des années de césure, ont vraiment cherché leur moi profond avec des questions existentielles auxquelles il fallait qu'ils trouvent des réponses. Une autre génération Y qui est la génération Y calédonienne qui n'est pas sortie du territoire mais qui a accès aux nouvelles technologies, qui s'informe, qui est constamment connectée à Facebook et qui a à peu près les mêmes typologies que la génération Y qui est sortie du territoire, et la génération Y plutôt océanienne, qui manque de moyens, qui n'a pas souvent accès à Internet, qui n'a pas souvent accès à l'outil informatique et qui quelquefois est complètement en manque de repères. Et je pense que sur cette génération Y-là, il faut vraiment se poser la question de savoir qu'est-ce qu'ils cherchent, est-ce qu'ils ont vraiment intégré qu'est-ce qu'était le monde du travail, et est-ce qu'ils ont vraiment une culture du travail qui est identique en fait aux autres générations Y. Je ne pense pas qu'on puisse stigmatiser sur les générations Y et partir du principe que chaque génération Y est commune. Donc ça c'est vraiment un point important que je voulais souligner. Et l'autre point important, pour revenir sur tout ce qui était formation, je pense que le type de formation qui est vraiment adapté à la génération Y, c'est le e-learning, qui n'a pas encore trop fait son apparition
sur le territoire, mais qui est vraiment très très important et qui est complètement adapté en fait à cette nouvelle génération. Merci. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est le e-learning, la définition de e-learning, s'il vous plaît? En fait, le e-learning, c'est vraiment la formation grâce à l'outil informatique. On met en place des modules, que ce soit par Internet ou que ce soit en intranet. Et chaque personne est devant son ordinateur, réalise ses formations, réalise ses modules et apprend en fait en lien direct avec l'outil informatique et pas seulement avec des supports papier ou des professeurs physiques en live en fait. Petite réaction de M. Jean-François. Je suis très heureux de vous en parler parce que je suis du monde du e-learning. On a d'ailleurs implanté le e-learning pour les opérateurs à Valais, l'ancienne ville, l'ancien employeur. Et effectivement, mais c'est vrai que ça prend il met des vrais Y pour y être associé, mais effectivement, ça fait partie de tous les outils qui sont Internet, d'auto-apprentissage. Et le e-learning, il est fait, bon, il est plus structuré. Il est structuré de toute façon, les objectifs sont bien fixés, les façons d'évaluer, tout ça sont bien fixés. Tandis que l'autre moyen qui est de s'informer sur le net, mais là c'est plus général, c'est moins structuré. Mais le e-learning, c'est finalement adapter cette facilité-là que les gens ont à aller sur le net et le structurer dans des modules de formation qui sont, entre guillemets, un peu plus conventionnels, même si l'outil, lui, il est nouveau. La méthodologie, parfois, peut être assez conventionnelle. Mais c'est effectivement, mais c'est pas pour tous, c'est pas partout où on peut l'implanter. Mais quand on peut, ça vaut vraiment. Frédéric Cantance et Nélie Chatron juste après. Alors moi je suis ravi que Mathilde ait mis ce point sur la table puisque notre groupe actuellement est en pleine réflexion sur ces outils au travers d'une nouvelle marque de Manpower qui s'appellera Future Skills et je suis actuellement en pleine réflexion donc, pour la Calédonie pour mettre à disposition ces outils d'e-learning, ces catalogues de gestion de formation online. Donc j'espère que d'ici quelques mois je pourrai vous en dire plus sur le sujet. Nélie Chatron. Alors, côté BNC, on est aussi sur ces sujets actuellement. Le groupe est en train de déployer en métropole une plateforme à laquelle on pourra probablement s'accorder dans les semaines qui viennent. Et on sait aussi qu'il y a d'autres réflexions en métropole, au-delà du e-learning, qui sont ce qu'on appelle les serious games, donc là qui vont vraiment dans le sens de la génération Y, voire de la Z. Il y a non seulement je m'auto-forme via un outil informatique, donc un outil que j'aime bien en tant que Y et jeune génération, mais en plus le module est présenté sous forme de jeu, quasiment de jeu d'arcade, où au fur et à mesure que j'avance dans le module, on fait prendre des décisions et l'outil réagit. Donc c'est l'étape juste après le e-learning qui va répondre à des vraies attentes en termes de plaisir dans l'apprentissage des connaissances. Je voudrais revenir sur un point, toujours cette question de société occidentale, de notion occidentale et de société océanienne, puisqu'on est quand même en Nouvelle-Calédonie. Je constate quelque chose, c'est que vous êtes a priori à peu près tous d'accord pour dire que la génération Y ne s'applique pas de la même façon en Calédonie qu'ailleurs. Moi, je vous pose une question. On est en Nouvelle-Calédonie, il y a un monde océanien qui est là avec ses valeurs. On sait très bien la difficulté aujourd'hui de jeunes Kanaks, de jeunes Mollisiens à intégrer le monde de l'entreprise. Pourquoi les entreprises calédoniennes aujourd'hui réfléchissent à intégrer cette génération Y qui est plutôt européenne et qu'elle a autant de mal aujourd'hui à intégrer cette jeune génération océanienne? Qui veut répondre? Nélie Chatron. Moi, je ne dirais pas qu'on a du mal à l'intégrer. Aujourd'hui, dans nos recrutements, ça fait déjà un moment, avant même que la loi sur l'emploi local soit passée, qu'on donnait la priorité aux candidats citoyens, et parmi les citoyens, des Calédoniens et des Malaisiens. Et aujourd'hui, on arrive à les intégrer. Donc, ce qu'on fait par rapport à ces collaborateurs qui ont effectivement un registre de valeurs particulier, c'est qu'on va plutôt leur proposer des métiers dans lesquels leur éducation et leurs valeurs sont conformes, donc plutôt des métiers administratifs, pas forcément les mettre en front office face à de la clientèle. On va aussi leur proposer des formations. J'ai en tête par exemple la très grande réserve de certains collaborateurs mélanésiens qui ont du mal à surmonter pour s'adresser à un manager, pour s'adresser à un client agressif. Là, on les accompagne par des formations pour surmonter les difficultés. Donc on fait bien quand même des choses, en tout cas dans notre entreprise, pour les intégrer à nos métiers et à notre mode de fonctionnement. Alors pour appuyer mes propos, je reviens toujours sur les chiffres ULISE qui sont toujours très intéressants. Je vous lis toujours ce petit passage. Le taux d'emploi en 2009 atteint 71% pour les Européens, contre seulement 45% pour les Kanaks. 58% pour les Wallisiens Futuniens, 63% en moyenne pour les autres communautés.
Face au marché du travail, les déséquilibres ethniques s'accentuent progressivement, mais de profondes inégalités demeurent. L'écart de taux d'emploi entre Kanak et non-Kanak est passé de 28 points en 1996 à 21 points en 2009. Donc le constat est quand même là. En partie. Alors ça n'explique pas tout, mais encore une fois, je reviens sur ma question, comment vous expliquez ce décalage? Elsa Prigent, et après M. Bedon. Je pense que c'est des questions très difficiles pour y répondre de façon très exacte, on va dire. En tout cas, pour ce qui concerne la GBNC, on a fait beaucoup de recrutements dans les 3 dernières années. Et si je regarde les candidatures que j'ai reçues, finalement, il y avait très peu de candidatures de mélanésiens. Quand j'en ai, comme je l'ai dit tout à l'heure, la personnalité et la façon de se comporter face aux autres est importante dans le recrutement. Et donc, je pense que c'est la grande difficulté, effectivement, de la culture de ce groupe de personnes, s'ils ont reçu une éducation dans la coutume et dans la tradition mélanésienne, ce qui n'est pas forcément le cas de tous, et notamment à Nouméa. Donc ce sont des questions difficiles sur lesquelles on s'interroge, parce que de la même manière que la BNC, c'est vrai qu'on a quand même 80% de notre personnel qui est océanien. C'est difficile, alors c'est vrai que c'est difficile à répondre d'ailleurs, parce que c'est des questions, et je vais revenir sur le droit du travail à ce niveau-là, c'est que le droit du travail nous empêche de faire des statistiques ethniques dans l'entreprise. Donc, dans le même temps, ces statistiques existent au niveau du recensement. Tout à fait, mais il va peut-être falloir moderniser cette loi en Calédonie, parce que aujourd'hui, avec la loi locale, on va pas changer de sujet puisqu'on va en parler cet après-midi, mais avec cette nouvelle loi, il est forcément obligatoire de changer de texte. Parce que c'est vrai que là, non, je ne peux pas dire aujourd'hui, sinon je serais hors la loi. Je ne peux pas dire aujourd'hui combien de pourcentage de mélanésiens. Je vais revenir à la parole à M. Bedon, mais je voudrais encore préciser, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous parle de génération Y, qui a une nouvelle valeur, plus individualiste, qui n'a pas la volonté de rester trop longtemps dans certaines sociétés. Les jeunes océaniens ont une valeur également sur le temps de travail, sur la notion de travail, sur la notion d'argent. Pourquoi les entreprises, encore une fois je vous pose ma question, pourquoi les entreprises arrivent à tenter à s'adapter par rapport à de nouvelles valeurs, de nouveaux salariés, et toujours pas au niveau des océans? Pourquoi on n'a pas trouvé un médium? Après, on donnera la parole à Mathilde Mestre. Pardon, c'est juste, je vais en 2 secondes répondre à les entreprises ne refusent pas, la question est très mal posée, je suis désolée, mais les employeurs sont très ouverts, et la mixité, encore une fois, la mixité est très importante dans une entreprise. Et aujourd'hui, quand on parle de génération Y, les gens, le personnel, les personnes dans les entreprises doivent se parler de quelque horizon qu'elles viennent ou de quelque culture qu'elles soient. Donc je ne suis pas du tout d'accord avec la question qui était plus une forme de remarque, parce qu'on reçoit et on recrute des Mélanésiens, des Wallisiens, des Tahitiens, des Européens, des Tibétains, des Calédoniens, etc., en fonction de la compétence qu'on recherche. Monsieur Bacard ou Monsieur Xavier Benoît? Monsieur Accard. Oui, je suis tout à fait d'accord avec Elsa. Évidemment, nous recrutons énormément de personnes issues du milieu mélanésien, wallisien et autres. La difficulté à laquelle on est confronté, c'est d'avoir aussi des candidats qui sont formés. En fait, une des grandes... Le problème n'est pas un problème ethnique de notre point de vue. Nous recevons énormément de candidatures toute l'année, mais nous recevons au niveau agent de maîtrise et a fortiori au niveau cadre très très peu de candidatures qui sont éligibles et qui viennent de candidats mélanésiens. Mais s'il y en avait, je suis convaincu qu'il n'y aurait pas de difficulté importante. Monsieur Benoît, le 4 arc.
moi je trouve très sévère dans votre question en fait, hein, parce que quand vous dites... Juste une question, c'est pour lancer le débat. Je trouve votre question très sévère, donc, parce qu'on ne peut pas dire aujourd'hui que les entreprises ne cherchent pas à s'adapter justement au milieu océanien, tout simplement parce que, et encore la loi sur l'emploi local, sous une impulsion politique, tous les partenaires sociaux ont signé à l'unanimité des tableaux sur les métiers. Donc tout le monde a avancé et c'était quand même un travail énorme sur les 2 dernières années auxquelles les entreprises ont participé. L'enjeu que ça pose derrière, et tout le monde en a parlé, c'est un enjeu de formation aujourd'hui. Et malheureusement ou heureusement, je n'ai pas la réponse, mais l'enjeu de formation il ne se trouve pas que dans les entreprises. Et aujourd'hui, c'est un enjeu majeur pour la Nouvelle-Calédonie. Mathilde de Mestre. Moi, je veux juste revenir sur un point. En fait, je pense que c'est important de ne pas stigmatiser sur la population océanienne correspond à une population mélanésienne. En Nouvelle-Calédonie, il n'y a pas que des Mélanésiens, il y a aussi des Calédoniens européens, des Tahitiens, des Wallisiens, des Futuniens, des Fidjiens. Je veux dire, on a un melting pot qui est assez riche et si on doit s'adapter à une seule partie de la population, ça voudra dire qu'on en laisse beaucoup trop de côté. Je pense que le grand souci de toutes les personnes qui n'arrivent pas à s'intégrer au jour d'aujourd'hui, c'est pas parce que les entreprises ne s'adaptent pas à eux, c'est parce qu'eux, ils ne s'adaptent pas au monde de l'entreprise. On a vraiment, en fonction de la culture océanienne ou européenne, une vision de l'entreprise qui est différente. On le sait très bien, pour toutes les populations océaniennes, ce n'est pas le profit financier qui compte. C'est vraiment le statut social, le lien social qu'on peut avoir entre une tribu et son chef de tribu. Et c'est pas de ce point de vue-là qu'il faut s'adapter, mais c'est plus aux nouvelles générations qui n'ont pas de cours d'employabilité, qui au niveau du savoir-être, à mon sens, on ne fait pas assez d'efforts de ce côté-là. Et c'est vraiment sur ce point-là qu'il faut qu'on fasse des efforts pour pouvoir s'adapter au monde du travail, pour pouvoir trouver un boulot. Le but, c'est pas de faciliter la recherche d'un emploi. Le marché du travail, c'est un marché sur lequel on est censé se battre. On l'oublie un peu trop parce qu'on est surprotégé en Nouvelle-Calédonie, on est en quasi plein emploi. N'importe qui cherche du travail peut en trouver. Ça ne correspondra pas forcément à ses compétences, ça ne correspondra pas forcément à ses diplômes, mais au moins il peut trouver un travail pour vivre. C'est une chance qu'on a, qu'ont pas forcément tous les pays dans le monde. Donc je pense qu'il ne faut pas l'oublier et je pense qu'il ne faut pas oublier non plus que c'est vraiment un marché sur lequel il faut se battre, sur lequel il faut prouver qu'on est compétent, sur lequel il faut prouver qu'on est apte à avoir ce type de poste et qu'on le mérite. Donc, et comme vous l'avez souligné, en même temps, l'entreprise est un modèle européen. Est-ce qu'aujourd'hui, l'entreprise peut s'adapter au modèle aussi en partie océanien? Il y a des entreprises qui le font, il y a des entreprises qui sont plus basées sur tout ce qui est agricole, sur tout ce qui est pêche et aquaculture, sur un modèle océanien. Maintenant, le modèle océanien, comme c'est écrit en fait dans un livre très intéressant que j'ai lu, qui est l'historique du syndicalisme en Nouvelle-Calédonie, le modèle océanien est basé sur un an, sur le cycle de l'INIAM. Et si on raisonne sur un an pour une entreprise, on se rendra très vite compte que c'est pas assez. Les projections, il faut aussi qu'on les fasse à moyen et à long terme. Moyen-long terme, c'est 5 ans, 10 ans. Je pense que de ce côté-là, en fait, tout le monde doit chercher à s'adapter et pas forcément seulement les entreprises qui doivent chercher à s'adapter aux travailleurs. Alors, il reste peu de temps, il reste à peu près 4 minutes. Je vous rappelle, on est en direct sur NC Première Radio. Une petite réaction de M. Jean-François Roule, dans le Nord, avec ANS. Oui, dans le Nord, comme on n'a pas la même problématique, pas du tout. Nous, je ne sais pas si on va pouvoir s'adapter, mais notre personnel, il est, je n'ai pas le chiffre, mais c'est plus de 80% mélanésien. Donc, on ne se pose pas la question si on s'adapte. Oui, on s'adapte. Il faut s'adapter à la réalité mélanésienne. Mais pour moi, c'est bon, ils ont, oui, des valeurs un peu différentes. C'est loin d'être la génération Y dans l'unité européenne, c'est certain. Mais ils en ont quand même quelques caractéristiques, il ne faut pas oublier. La recherche d'autonomie, la recherche de transfert de connaissances entre eux, c'est très très fort chez les Mélanésiens. Et je suis partiellement d'accord avec l'intervention de notre jeune personne de la foule. Oui, tout le monde doit s'adapter au marché du travail. Ça, dans un monde idéal et probablement très européen, c'est vrai. Dans la province Nord, c'est à nous à s'adapter à cette clientèle-là, qui va être la proportion majeure de notre main-d'œuvre va être mélanésienne. C'est à nous à s'adapter
au départ, la formation qui était particulière, notre particulière était fonctionnelle, mais ensuite, de la façon de fonctionner l'entreprise, c'est certain que c'est beaucoup plus KMS qui va s'adapter que l'inverse. Nous avons une question publique, on va faire très rapidement, il reste 3 minutes. D'accord. Je suis venue par curiosité par rapport à la génération Y, parce que j'en ai déjà entendu parler. Donc, par rapport aux césures de parcours, je suis intéressée pour savoir, vous, en tant que recruteur, comment appréhendez-vous ces personnes? Est-ce que vous leur préparez un plan de carrière à 3 ans, 5 ans, 10 ans, ou vous les accueillez et puis vous laissez faire? Voilà, ça c'est ma première question. Le e-learning, moi j'ai une petite réserve par rapport au e-learning. C'est intéressant jusqu'à un certain niveau d'apprentissage, mais après, lorsqu'il faut synthétiser, créer, appliquer, il faut lui donner de la pratique derrière. Un e-learning seul ne suffit pas. Et par rapport à la culture elle va aller océanienne. Quand il y a un mariage, des fois il y a tant de jours après, on sait qu'on ne reverra pas la personne si vraiment elle est dedans. Et c'est comme ça pour plein de moments, quoi. Donc l'entreprise doit aussi s'adapter. C'est vrai, il y a l'entreprise européenne et l'entreprise avec des réalités quotidiennes. Je vous remercie beaucoup de votre question. On va faire très rapidement. Monsieur Benoît, est-ce que vous voulez répondre par rapport à cette question-là, sachant qu'on va rendre l'antenne d'ici 2 minutes et rien ne nous empêche de continuer le débat juste après. Moi, sur l'aspect des césures, sur le profil de carrière de quelqu'un qui rentre dans l'entreprise, moi, aujourd'hui, dans une entreprise comme Caltrac, quand quelqu'un rentre, je ne fais pas un profil de carrière sur les 20 prochaines années, parce que je pense que c'est inimaginable aujourd'hui. Donc, ce qui nous intéresse, c'est par rapport au poste pour lequel il postule, est-ce qu'il répond aux besoins? Et après, quand on a fait une certaine période d'un chemin ensemble, basé sur des objectifs partagés, etc., est-ce qu'on peut continuer? Et ce sera une deuxième étape de sa carrière dans l'entreprise à ce moment-là. Je vais conclure, il nous reste à peine 1 minute. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé à ce débat. J'espère qu'on aura pu apprendre quelque chose. Encore merci à tous les intervenants qui étaient présents aujourd'hui. Merci aux personnes du public qui ont bien voulu répondre. On va rendre l'antenne à Didier Gay, normalement, qui va reprendre le relais directement ici à la Maison de l'Artisanat et pour continuer à parler de ce forum de l'emploi.